Donc, bienvenue à tous, adhérents et non-adhérents du SNAFAM. Donc, pour ce premier webinaire que nous organisons à l'occasion et à destination des professionnels de la filière armurière, l'actualité a fait que nous l'avons ouvert avec plaisir aux autres commerçants concernés par cette nouvelle réglementation. Donc, tout d'abord, qui est le SNAFAM? Comme vous pouvez le voir à l'écran, le SNAFAM est le syndicat professionnel de la filière armurière et comme tout syndicat professionnel, il accompagne ses entreprises adhérentes au quotidien sur les sujets métiers et bien sûr, défend les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics. Donc la réglementation des armes est l'ADN du SNAFAM. Je suis moi-même Bertie Sèvres, déléguée générale du SNAFAM et présidente de l'IEACS, qui est l'Institut européen des armes de chasse et de sport, dont la fonction est la même que celle du SNAFAM, mais au niveau européen. Je suis accompagnée de Jérôme Belligné pour cette présentation et je le laisse se présenter à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Jérôme Belligné, je suis président de la société Belligné, qui est une société de distribution d'articles de coutellerie essentiellement auprès d'un certain nombre de professionnels de magasins essentiellement en France. Et je suis aussi membre de la Fédération française de la coutellerie. Merci, merci Jérôme. Donc maintenant, qu'en est-il de l'organisation de ce webinaire? Nous allons tout d'abord vous présenter la genèse du sujet, sa finalisation et les conséquences pour vous professionnels. Donc, comme il s'agit d'un webinaire et que vous êtes très nombreux, vous ne pourrez pas parler en direct. Par contre, alors moi, ce que j'ai appelé le chat, mais qui ici s'appelle Q et R, questions-réponses, que vous avez l'air d'avoir très bien trouvé, vous êtes ouvert. Et nous sommes accompagnés par Émilie et Kylian tout au long de cette présentation, qui liront vos observations ou questionnements en toute fin de présentation. Mais surtout, sentez-vous libre d'écrire dans ce QR tout au long de la présentation. N'attendez pas la fin pour écrire vos remarques ou observations ou questionnements. Donc voilà. Habituellement, ces webinaires sont prévus pour une durée de 20 minutes. Nous pensons que cela durera peut-être un peu plus longtemps aujourd'hui. C'est pas une obligation, mais nous souhaitons prendre le temps nécessaire pour les non-initiés au process administratif afin de les rassurer. Pour ceux qui ont un statut, d'armurier aujourd'hui, bien évidemment, le process, administratif, les intéressera moins. C'est pour ça qu'on l'aborde en toute dernière partie. Je vous propose maintenant de commencer. Cette première diapo, enfin la suivante, enfin non, cette première diapo maintenant vous résume en quelques mots donc, la genèse de la parution des arrêtés et du décret dont on va vous parler plus loin. La violence des mineurs, une préoccupation croissante pour les pouvoirs publics. Donc c'est de là qu'est partie cette réflexion et c'est de ce point de vue-là que, sont parus, ces 2-3 arrêtés plus, un décret. Alors, cette intensification, de la violence, mais en fait, comme vous pouvez voir et comme on l'a noté, il a été relevé par les pouvoirs publics que, les faits de violence impliquant des mineurs sont plutôt restés stables, mais que l'intensité de cette violence a été, observée de façon exponentielle. Et le phénomène qu'ils ont observé également et qui les préoccupe est le rajeunissement des auteurs et le rajeunissement des victimes. Les incidents tragiques récents que vous avez peut-être à l'esprit et qui ont motivé cette action-réaction de la part de notre gouvernement, heu étaient, l'attaque sur Nantes, le meurtre, d'Elias, c'est ça, hein, que je me trompe pas, sur Paris, sur l'attaque sur la surveillante en milieu rural et une découverte auprès d'un enfant de 9 ans, qui s'était retrouvé avec, des couteaux dans son sac. Donc là, le gouvernement a considéré qu'il s'agissait réellement d'une situation qui exigeait une action réglementaire immédiate. En conséquence, la décision du gouvernement, à la suite
des recommandations donc, du rapport de la mission Mineurs et armes blanches, commandé par le Premier ministre, qui a été remis à celui-ci le 28 juin dernier. Des évolutions réglementaires ont été enregistrées en vue de renforcer cette application d'interdiction de vente des armes blanches aux mineurs. Pour revenir à cette diapo-là tout de suite, nous allons aborder, enfin là, je vais plutôt faire intervenir, excusez-moi, j'ai fait tourner nos diapos, je reviens, hop, voilà. Donc, je propose à Jérôme d'intervenir maintenant pour nous expliquer le rôle qu'il a joué avec le syndicat des couteliers et également le rôle qu'ont joué certains de nos adhérents SNAFAM qui se sont impliqués auprès des pouvoirs publics pour résister au projet de départ, ça sur la base d'éléments économiques qui ont été entendus. Nous avons aussi également sollicité l'UFA, qui est l'Union française des amateurs d'armes, pour la partie armes anciennes, ce qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, nous sommes plus concernés par les articles modernes et neufs, du moins je le pense. Donc voilà, donc notre intervention, je vais laisser Jérôme intervenir dans l'immédiat. À toi la parole. Merci Bertie. Effectivement, comme le disait Bertie, enfin, la dernière attaque qui a eu lieu en milieu rural a fait réagir très fortement le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait François Bayrou, comme vous le savez tous, et qui a dit qu'il voulait en finir avec la culture du couteau. Voilà, donc à partir de là, nous, on a été contactés au niveau de la Fédération française de la coutellerie. On a été alertés d'un projet d'arrêté qui visait à interdire un certain nombre de couteaux et de limiter l'accès de certains couteaux aux mineurs, avec un certain nombre d'obligations pour les commerçants qui voulaient continuer de vendre ces produits. En tant que professionnel de la coutellerie, qui était une profession jusqu'alors non réglementée dans l'essentiel, on s'est rapproché du SNAFAM, qui est donc l'organisme qui, là pour le coup, a tout le savoir-faire et toute la connaissance de la réglementation du Code de sécurité intérieure et qui a l'habitude de traiter avec le ministère de l'Intérieur et les personnes qui écrivent les décrets et qui réglementent tout ce qui a trait aux armes. Et on a été convoqué à un certain nombre de réunions avec le service central des armes, avec lequel on a pu dialoguer. On est allé au ministère de l'Intérieur, avec d'autres fédérations professionnelles, et on a été consulté sur leur projet. Alors, les arrêtés et les décrets qui sont parus et que Bertie présentera à la suite de mon intervention, euh, finalement, sont le résultat d'une discussion qu'on a eue avec l'administration et dans lesquelles on a quand même réussi à faire valoir nos droits, à défendre la profession et à limiter, si je puis dire, la casse par rapport au projet de départ. Donc, ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que finalement, entre le projet de départ et l'intention qui avait été annoncée par François Bayrou à l'origine, et les arrêtés et le décret qui sont parus, finalement, on a quand même réussi à très fortement limiter la casse et à faire en sorte que les professionnels qui souhaitent continuer à vendre des couteaux de tout type soient, entre guillemets, le moins embêtés possible. Bertie, je ne sais pas si tu veux compléter ce que je viens de dire. Non, c'est très clair, je pense. Nous, simplement, au niveau cette intervention conjointe auprès du cabinet du ministre, du ministère de l'Intérieur avec le syndicat français de la coutellerie était une évidence, puisque, comme l'a souligné Jérôme, travailler sur la réglementation des armes, et comme je l'ai dit précédemment, c'est notre ADN et le Code de la sécurité intérieure est un peu devenu notre Bible et notre quotidien. Donc voilà, donc non, pas de points complémentaires. Donc si on peut démarrer maintenant et rentrer dans le dur du sujet, ce que je vous propose, c'est que avant d'arriver à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire, OK, quels sont les contenus des arrêtés, comment on les interprète et comment on les applique,
On va juste vous repositionner très rapidement le cadre juridique au niveau de la réglementation des armes. Donc ce cadre juridique, je vous l'ai cité, tout de suite. Je vous ai parlé du code de la sécurité intérieure. Dans ce code de la sécurité intérieure, on retrouve toutes les informations sur la réglementation des armes, particulièrement dans la partie du livre 3, titre 1er. Il encadre strictement, tout ce qui concerne la possession et l'utilisation des armes. Il va aussi donner des définitions précises, pour catégoriser les différents types d'armes. Et ces catégories, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, encore, sont réparties en 4 catégories A, B, C, D, selon leur, dangerosité, leur usage. A étant la catégorie, la plus restrictive, interdite, et la catégorie D étant la plus souple, c'est-à-dire vente libre à majeur, mais avec des conditions pour, les professionnels qui pratiquent la vente de ces produits-là. Il nous a semblé aussi essentiel de reprendre les premières des définitions majeures au niveau des armes, parce que beaucoup de terminologies sont utilisées. Si on ne les remet pas précisément dans leur contexte, on peut, partir dans un sens qui ne soit pas le bon dans la réflexion ou l'analyse. Donc dans ce code de la sécurité intérieure, heu, il y a un grand nombre de définitions qui sont données. On va retrouver, nous avons volontairement ressorti 2 définitions, qui sont les définitions de qu'est-ce qu'une arme par nature et qu'est-ce qu'une arme blanche. Donc vous voyez ici, une arme par nature, c'est tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité. L'arme blanche, elle, est toute arme, donc déjà on utilise le mot arme, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle remplissent les critères de définition d'une arme par nature. Et donc, si elle est bien arme par nature plus blanche, cela veut dire qu'elle n'est pas colorée ou non colorée, mais c'est parce que son action perforante, tranchante ou contondante n'est due qu'à la force humaine ou un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion. Donc on l'oppose finalement le plus souvent à l'arme à feu. L'arme par nature, on va l'opposer à l'arme par destination. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'arme par destination n'existe qu'à partir du moment où on en a fait un usage pour commettre un crime ou un délit, ou on a la présomption, d'envisager de commettre un crime ou un délit, au niveau juridique. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous, ce cheminement de d'abord, qu'est-ce qu'une arme? Une arme par nature, et ensuite, qu'est-ce qu'une arme blanche plus précisément? Vous allez voir, parce que dans le cheminement dans lequel on va vous emmener, vous verrez que, beaucoup d'objets que vous pouvez avoir, au quotidien ne sont pas forcément des armes blanches, parce qu'elles ne seront pas armes par nature. Alors, la catégorisation des armes qui sont nommément désignées dans le code de la sécurité intérieure, parce que c'est aussi le sujet qui arrivera à la fin. Il y a des armes qui sont définies, donc les armes par nature et les armes blanches, mais elles ne sont pas forcément nommément citées dans le code de la sécurité intérieure. C'est ça qui va engendrer des difficultés et qui est nouveau, qui n'existait pas forcément comme problématique aussi forte, auparavant. Dans l'immédiat, les armes nommément désignées, ce sont celles qui posent le moins de problèmes, sauf si on a du mal à les définir, mais au moins elles sont écrites noir sur blanc dans le code de la sécurité intérieure. Donc pour rappel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 catégories pour classer les armes. La A, qui est une catégorie interdite, la B, qui est soumise à autorisation, la catégorie C qui est soumise à déclaration et la catégorie D, vente libre à majeur. Donc nous, dans notre, présentation, ce sont les catégories A, interdites, et catégorie D qui vont, nous concerner. Jusqu'au 4 juillet, donc qui est la date de parution, des premiers arrêtés, la catégorie le petit a de la catégorie D incluait ce qui est cité ici, les objets dangereux, les armes camouflées, je ne vais pas développer ici volontairement, et les armes blanches spécifiques. Ça, par contre, je vais vous les citer, et c'est parce que c'était déjà écrit, les poignards, les couteaux poignards, les matraques,
et les projecteurs hypodermiques. Donc là, sans aucune discussion, ces objets sont classés au petit a de la catégorie D, avec les conséquences dont on vous parlera après pour les professionnels. Nous avons toujours eu une problématique de définition sur les poignards et couteaux poignards, que nous avons encore. La seule façon de réussir à les définir, c'est qu'il existait un arrêté des douanes qui donnait une définition. Heu, pour les professionnels, nous continuons de nous reposer sur cette, définition qui finalement n'a aucune valeur juridique. Par contre, pour, la sérénité du professionnel, on se repose dessus, comme ça il y a pas de problème. Donc cette définition pour mémoire qui n'est pas écrite ici, heu, il était dit, et les douanes estiment que seuls les poignards et couteaux poignards qui présentent tous les caractères suivants peuvent être ainsi définis. Il faut que la lame soit solidaire de la poignée, qu'elle soit équipée d'un système permettant de la rendre solidaire du manche, qu'elle soit à double tranchant sur toute la longueur ou tout du moins à la pointe, d'une longueur supérieure à 15 centimètres, d'une épaisseur au moins égale à 4 millimètres et avec une poignée comportant une garde. Si l'ensemble de ces caractères sont présents, alors c'est une arme qui est nommément désignée et classée au petit a de la catégorie D. Si un seul de ces caractères n'est pas présent, cette arme-là n'est pas classée au petit a de la catégorie D. Cela a un impact pour ceux qui importent ou exportent ces armes et cela a un impact pour ceux qui les vendent en commerce de détail, puisqu'il faut qu'ils soient titulaires d'une autorisation de commerce, une AOC. On reviendra sur ce sujet-là après. Je vous propose maintenant d'arriver vers nos nouvelles réglementations. Donc, quels sont donc ces textes qui viennent de paraître? Depuis le 4 juillet 2025, donc pendant la période estivale, le cadre légal a été renforcé par plusieurs arrêtés et un décret. Le 4 juillet 2025, il y a eu 2 arrêtés qui ont, allongé la liste des autres armes classées au petit a de la catégorie D, que nous venons juste de voir. On va le détailler après. Il y a eu un deuxième arrêté qui a modifié un arrêté déjà existant qui concernait, les armes anciennes. Je ne vais pas spécifiquement le développer, ici, mais il pourra être, développé en direct si certains d'entre vous, sont concernés par ces sujets-là et ont des questions. Donc la date d'effet des 2 arrêtés est le lendemain de la date de parution, donc le 5 juillet 2025. Ensuite, presque 2 mois derrière, donc à la suite, le 5 septembre 2025, un décret est paru et lui modifie la réglementation des armes blanches en elles-mêmes et sa date d'effet est aussi septembre. Ces dates d'effet ont de l'importance puisqu'il y a, des périodes dérogatoires, qui sont, données aux professionnels pour leur mise en application et ces périodes dérogatoires, pour rebondir sur l'intervention de Jérôme tout à l'heure, ont été obtenues, grâce, aux interventions, qui ont été faites, particulièrement par, le syndicat de la coutellerie, puisque ce sont bien évidemment les commerces qui n'ont pas actuellement des autorisations, de commerce pour des articles réglementés qui sont concernés. Vous, les armuriers, en activité, si vous avez une autorisation de commerce complète, vous n'êtes pas concernés, cela l'inclut directement. Vous êtes juste concernés pour avoir une idée, tout de même, de là où se catégorisent les articles que vous vendez. Donc l'impact de ces arrêtés et de ce décret, c'est que nous allons avoir de nouvelles armes désormais classées en catégorie D. Donc la liste des armes blanches classées au petit a de la D, est étendue. Deuxième impact, c'est que de nouvelles armes vont être désormais totalement interdites à la vente et à la détention. Elles seront classées en catégorie A1 bulle. Vous l'avez vu dans ma présentation rapide sur les catégorisations. A veut dire formellement interdit en France, hein, sur le territoire national. Et le troisième impact, c'est la nouvelle affichage imposé pour signaler l'interdiction de vente d'armes blanches. Moi, c'est moi qui ai précisé par nature, aux mineurs. Alors on va le développer maintenant.
Les armes qui sont désormais classées en catégorie D en complément de ce que je vous ai cité auparavant. On va retrouver, je vais juste vous les lister, moi, de mon côté, et après, je vais laisser la parole à Jérôme qui va intervenir pour vous en parler de façon plus concrète et comme personne très spécialiste de ces produits-là et dont c'est le métier. Moi, je vais juste lister les quatre profils d'armes. Les couteaux à ouverture manuelle, dits papillons ou balissons, je suis pas sûre de bien le prononcer. Les couteaux à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique, moi j'aime le dire dans un sens inverse pour que ça soit bien clair, c'est que ce sont les armes, enfin les couteaux à mécanisme d'ouverture automatique qui ont un cran d'arrêt, mais c'est d'abord le mécanisme d'ouverture automatique qui nous intéresse. Les armes blanches de jet appelées communément étoiles de ninja, les armes mixtes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1946. Le deuxième arrêté, que nous n'allons pas développer ici volontairement, complète la liste des armes historiques et de collection postérieures au 1er janvier 1900, mais qui peuvent être continuées d'être classées en catégorie D. Donc, Jérôme, je te laisse la parole. Peut-être veux-tu parler déjà sur cette diapo-là et ensuite tu me dis quand tu souhaites que je passe à la diapo suivante qui détaille un peu plus les articles. Tu me dis comment tu souhaites. Non, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, ça me va très bien. La voici. Alors, en ce qui concerne dans un premier temps les couteaux à ouverture manuelle, qu'on appelle en français papillon et historiquement balisong. Pour que ces couteaux rentrent dans la catégorie D, au petit a de la D, il faut que le manche de ces couteaux soit constitué de deux poignées pivotantes, comme vous pouvez le voir sur la photo qui est en haut de l'écran, et que ces deux poignées qui constituent le manche recouvrent la lame quand le couteau est en position fermée. Donc ça, c'est les deux photos qui se trouvent en bas de l'écran. Euh, je pense que là-dessus, il n'y a pas tellement Ce sont des couteaux qui sont très facilement identifiables. Je pense qu'il n'y a pas tellement de discussion. Là où on va avoir quelques questions qui peuvent se poser, c'est sur la slide suivante, qui concerne, comme le disait Bertie tout à l'heure, les couteaux à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique. Alors, j'en parlais tout à l'heure, dans les discussions qu'on a eues avec le service central des armes, on a eu des discussions assez importantes sur la façon dont devait être rédigée la description de ces armes. Euh, une avancée qu'on a réussi à obtenir, c'est qu'il était écrit dans le projet initial d'arrêté, couteau à cran d'arrêt et avec mécanisme d'ouverture automatique, ce qui laissait euh, la possibilité d'une interprétation qui n'aurait pas joué en notre faveur, qui aurait pu faire que certaines forces de l'ordre puissent considérer qu'un couteau à cran d'arrêt simple soit considéré comme une arme. Donc on a réussi à faire en sorte de bien préciser cette définition et de faire en sorte que ce soit les couteaux à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique. Donc ça, c'est très important. Donc, il faut que le couteau ait un cran d'arrêt, donc c'est-à-dire que la lame en position ouverte se retrouve bloquée et qu'il faut avoir une action pour débloquer la lame pour qu'elle puisse se replier dans le manche. Et il faut un mécanisme d'ouverture automatique. Alors, la précision qui vient après, c'est lame déployée sous l'effet d'un ressort. Alors le ressort, vous n'allez pas le voir sur le couteau puisqu'il est dans le corps du couteau. Donc ça ne se voit pas. Mais le fait qu'il y ait un ressort qui actionne et qui aide la lame à s'ouvrir, ça vous pouvez le sentir quand vous refermez le couteau et que vous repliez la lame dans le manche. Vous sentirez qu'il y a une forme de résistance au moment de refermer la lame dans le corps dans le manche. Et ça, c'est le ressort. Alors, ce ressort, il est déclenché par potentiellement plusieurs systèmes. Ça peut être un bouton, comme vous le voyez sur la photo qui se trouve en bas à gauche.
Donc ça, c'est un automatique dit automatique italien. Donc il y a un bouton au milieu du manche qui, en appuyant sur ce bouton, fait que la lame va s'ouvrir de manière latérale. Ça peut être via un levier, comme vous le voyez sur la photo du milieu, ou ça peut être tout autre dispositif. Là, on voit un couteau qui, en l'occurrence, est un couteau éjectable, où la lame ne s'ouvre pas de manière latérale, mais est éjectée du manche dans le sens du manche. Vous le voyez à travers les flèches. Euh, donc c'est très important que tous ces critères-là soient bien remplis. Je le répète, un simple couteau à cran d'arrêt n'est pas considéré comme une arme de catégorie D. Donc un couteau avec une virole, un couteau avec un liner lock, donc c'est une platine ressort qui se trouve dans le corps du manche du couteau, qui sont des crans d'arrêt, ne sont pas des couteaux à ouverture automatique, donc ne rentrent pas dans le champ des armes classées en catégorie D. Euh, la façon dont va se déployer la lame, qu'elle soit de manière latérale ou de manière éjectable, comme vous le voyez sur la photo de droite, importe peu. Que ce soit un éjectable ou un automatique à ouverture latérale, ça revient exactement au même du point de vue de la définition de l'arrêté. Euh, voilà pour les couteaux à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique. Euh, c'est tout pour moi. Ok. Donc, tu n'as pas d'observation particulière sinon sur les autres. Alors, les armes blanches de jet, si c'est appelé communément étoile ninja, si certains commercialisent ce type de produit qui semblerait être utilisé de plus en plus pour des compétitions en club, devait originellement être classé en catégorie A1. Et finalement, du fait de leur usage, le ministère a entendu que ça n'était pas un sujet de les laisser en catégorie D. Très bien, ben merci Jérôme pour ces précisions. Donc on reviendra si il y a des observations sur ces aspects plus techniques sur les couteaux en eux-mêmes. Donc quelles sont les conséquences administratives pour les professionnels? Parce que voilà, donc, de nouveaux articles sont ajoutés au petit A de la catégorie D. Euh, alors, pour un professionnel armurier qui a déjà des autorisations et une AOC, donc l'AOC est l'acronyme pour autorisation d'ouverture de commerce, pour les catégories C et D dans leur intégralité, il n'y a pas de conséquences pour eux. Euh, Ils sont déjà opérationnels pour le petit A, vendre des articles du petit A de la catégorie D. Pour ceux qui ne vendent que des munitions, parce qu'ils ont obtenu la certification spécifique munitions de la catégorie, vente de munitions de la catégorie C et D, s'ils n'ont pas fait la demande express d'AOC pour le petit A de la catégorie D, ils ne peuvent pas vendre ces produits-là. Il faut être très vigilant à ce niveau-là. Par contre, s'ils ont fait la demande globale et qu'ils ont inclus, pas de souci, les nouveaux articles seront intégrés. Et si demain, il y a de nouveaux articles qui sont classés dans ce petit A de la catégorie D, les personnes en possession et déjà en possession de ces AOC peuvent continuer de les vendre et de les commercialiser. Il n'y a absolument aucun souci. Par contre, pour ceux qui n'ont jamais fait et déposé de demande d'autorisation d'ouverture de commerce, eh bien, s'ils ont à la vente ce type de produit-là ou envisagent de les vendre, ils doivent désormais être titulaires d'une AOC. Donc, ils auront un délai de 6 mois. Ça, c'est la négociation qu'a obtenue donc Jérôme enfin les conclusions des négociations obtenues par Jérôme. Un délai de 6 mois jusqu'au 5 janvier pardon, 2026 est accordé pour déposer cette demande auprès de la préfecture. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le service armes de la préfecture qui est en charge de ces dossiers.
Le temps que les professionnels concernés déposent cette demande d'AOC, ils seront autorisés à continuer d'exercer et poursuivre leur activité. Ça, c'est important, c'est aussi un point qui a été défendu pour qu'il n'y ait pas de rupture dans les habitudes de vente. Et donc, si la préfecture tarde un peu, parce qu'il a été également exprimé une crainte de bouchons au niveau des préfectures, et qu'elle ne soit pas en mesure de, délivrer très rapidement forcément les autorisations d'ouverture de commerce, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir, une enquête, qui sera menée, sur le local, s'il répond aux critères dont on va vous parler, juste après, que vous voyez à l'écran. Et un avis, du maire, sera aussi, sollicité pour savoir si ça ne lui pose pas de problème. C'est un avis, uniquement consultatif, hein, qui ne va pas au-delà. Donc tant que la préfecture n'aura pas n'aura pas, délivré l'AOC ou dit qu'il y avait un problème pour délivrer l'AOC, le commerçant peut continuer de vendre ces articles-là. Donc 2 points en résumé pour être bien clair. Si vous vendez ces articles-là et que vous ne possédez pas d'AOC, vous pouvez continuer de les vendre pour le moment, mais vous devez, dans un délai de 6 mois, à compter de juillet dernier, donc jusque début janvier 2026, déposer votre dossier de demande d'autorisation d'ouverture de commerce et vous pouvez continuer d'exercer jusqu'à l'obtention de l'arrêté préfectoral. Ça sera un arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de commerce qui vous sera délivré par le service arme de la préfecture. Alors, ce dossier, il va falloir... Berthier, Oui, pardon, est- Jérôme. Oui, est-ce que je peux rajouter quelque chose? bien sûr. Euh, Moi, j'encourage tous les professionnels qui vendent des couteaux de manière générale, que ce soit des couteaux qui rentrent ou pas dans le petit A de la catégorie D depuis le nouvel arrêté, de faire cette demande d'AOC. C'est une procédure administrative auquel il faut se soumettre, mais qui vous protégera si jamais, dans le futur, d'autres couteaux sont rajoutés dans la catégorie D. Une fois que vous aurez cette AOC, c'est une autorisation qui est définitive et qui est liée à l'adresse de votre local. Donc, ce n'est pas une autorisation à renouveler. Et une fois que vous avez l'autorisation, vous êtes couvert. Donc, en clair, si demain, d'autres couteaux, tels que des couteaux régionaux français, que ce soit des laguioles, des tiers, un opinel, que ce soit des couteaux multifonctions, pour citer Victorinox par exemple, si jamais ces couteaux venaient à rentrer dans la catégorie D, le fait d'avoir le fait d'obtenir l'AOC dès maintenant, vous couvrirait et vous n'auriez plus besoin de vous mettre en règle par la suite. Voilà. Donc merci pour, cette précision, Jérôme. Elle est effectivement importante. Il faut savoir que cette demande d'autorisation d'ouverture de commerce, pour le cas des couteliers ou des personnes qui sont amenées à ne vendre que du couteau, est une, démarche administrative. C'est jamais forcément, un moment plaisant. On préfère être dans l'acte de commerce que, de remplir des papiers. Mais une fois que vous l'avez faite, comme l'a précisé Jérôme, c'est une autorisation, à vie liée au local. Donc si vous déménagez, par contre, il faudra la renouveler par rapport à votre nouveau local. Hem Et il faut savoir aussi que l'administration a la main sur les autorisations qu'elle délivre. Donc si vous ne remplissez plus les critères que l'on va aborder après, elle a tout loisir, de suspendre ou retirer, l'autorisation. Voilà, donc le avis est un avis tant que l'on remplit bien l'ensemble, des conditions, citées. Alors les conditions citées, il y a tout d'abord des conditions spécifiques de rangement. Donc les articles ne doivent pas pouvoir être prenables, par le client librement. Donc le texte nous dit qu'ils doivent être exposés dans des vitrines munies de systèmes s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du commerçant. Bien évidemment, ça ne s'applique pas si vous présentez, heu un des produits, une des armes, ou des articles cités ci-avant,
à votre clientèle ou si vous opérez, enfin, il y a une opération de réparation ou d'aiguisage, d'affûtage dans le cadre des couteaux ou de gravure sur le couteau également. D'ailleurs, j'en profite, pour, par rapport à l'exposition vitrine, apporter un petit complément, en amont parce que, j'ai vu le questionnement, passer. Hem, Dans le cadre des ventes sur les marchés, les articles de la catégorie A, du petit a de la catégorie D, sont autorisés, actuellement pour la vente sur les marchés. Mais bien évidemment, ils ne dérogent pas à cette, condition spécifique de rangement que je viens de citer. C'est-à-dire qu'ils doivent être exposés sous un système de vitrine qui va faire que, bien évidemment, le couteau ou le produit concerné ne pourra pas être pris librement par le client. Ça sera uniquement le commerçant qui doit pouvoir y avoir accès. Donc, ce que je dis est la règle générale. S'il y a des situations qui ne correspondent pas à ça, ce sont des personnes qui doivent se mettre, en conformité. Les locaux en eux-mêmes. Donc les locaux doivent être sécurisés, les locaux dans lesquels on procède ou on stocke, ces produits-là. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de procède à la vente ou stocker. Heu, L'exigence, alors ça aussi, il y a eu un gros travail parce que, nous avons failli, passer par une étape, de réglementation beaucoup plus pointue. Je laisserai, Jérôme revenir dessus. Dans l'immédiat, je vais juste citer la conclusion qui est qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence qui est demandé, c'est que soit présent un système d'alarme sonore, qui soit audible depuis la voie publique ou bien, un système d'alarme qui est relié à un service de télésurveillance. S'il y a les 2, c'est parfait. Je précise avant de laisser la parole, à Jérôme, que bien évidemment, les commerçants qui font de la vente sur les marchés, qui ne font pas de vente, en magasin, sont concernés par les locaux sécurisés et que dans le cadre de la demande d'AOC, ces locaux seront contrôlés de la même façon que quelqu'un qui fait la vente qui procède à la vente dans son, magasin. Parce que dans tous les cas, celui qui vend sur les marchés a forcément un local de stockage et ce local de stockage devra être conforme aux attendus qui sont cités à ce point. Jérôme, je te laisse la parole pour, les étapes, auxquelles nous avons échappé et par lesquelles nous sommes passés. Oui, brièvement, le texte initial qui nous avait été présenté imposait à tous les commerçants qui souhaitaient vendre des couteaux nouvellement classés en catégorie D, au petit A de la catégorie D, les mêmes contraintes que celles qui pèsent sur des armuriers professionnels qui, eux, par définition, ne vendent, enfin, vendent essentiellement des armes, mais y compris des armes de catégorie B et de catégorie C. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail des discussions avec le service central des armes pour leur faire comprendre que, en gros, une vitrine fermée dans lesquelles les couteaux puissent être sécurisés suffisait largement pour faire en sorte que ces produits ne puissent pas être volés et qu'il n'y ait pas de risque de sécurité dans les magasins. Ça a été un petit peu long et fastidieux, mais on y est arrivé et voilà, finalement le résultat de se dire que ces produits-là doivent être rangés dans des vitrines fermées, ce qui est déjà le cas dans la majorité des points de vente que je connais en France. Tout ce type de couteaux, généralement, sont vendus dans des vitrines fermées, ne serait-ce que pour éviter le risque de démarque. Les commerçants qui vendent ces couteaux les sécurisent dans des vitrines fermées. Et après, voilà, l'obligation supplémentaire, c'est d'avoir un système d'alarme qui ne devrait pas poser trop de problèmes. On a échappé, alors pour ceux qui ne connaissent pas les contraintes qui pèsent sur les armuriers, on a échappé aux barreaux, aux fenêtres et à tout un tas de dispositifs qui ne font pas forcément sens pour des commerces, pour des commerçants non armuriers.
Donc, pour cette partie-là, on remercie le SCAE, le Service central des armes et explosifs, d'avoir écouté et entendu l'argumentation spécifique qui concernait les acteurs vendant ce type de produit-là. Donc, le dernier point dans les conséquences administratives pour les professionnels, c'est l'obligation d'affichage. Pareil, il va y avoir finalement euh, deux situations. Euh, les armuriers qui ont déjà un affichage et qui appliquent déjà et qui respectent déjà cette obligation d'affichage et ceux qui vendent des couteaux. Et là, ça va aller même un peu plus loin parce ça va concerner ceux qui envisagent d'avoir une AOC, une autorisation d'ouverture de commerce, mais ça va aussi concerner ceux qui n'envisagent pas d'avoir d'AOC, mais qui ont des articles qui vont quand même être concernés par cet affichage-là. Donc l'affichage, c'est comme mentionné dans le CSI, on parle de l'affichage obligatoire sur les lieux de vente, de l'interdiction de vente des armes blanches, avec notre précision par nature. Donc on va revenir sur ça et on va développer cette partie-là justement, parce qu'elle est un petit peu complexe. Alors, la diapo arrive. Voilà. Donc voilà cette affiche qu'il faudra apposer dans les magasins si on rentre dans le cadre de l'obligation d'apposer cette affiche. Donc, son concept, c'est qu'elle doit être apposée de manière visible par la clientèle à l'entrée du commerce et ou dans les lieux d'exposition. J'ai parlé des marchés tout à l'heure. Eh bien, un lieu d'exposition sur le marché, il faudra qu'il y ait également la présence de cette affiche. Dans le cadre de la vente à distance, le commerçant devra aussi afficher pour les articles concernés, juste avant le paiement, mais là, il va peut-être y avoir quelques informations plus précises qui nous seront données, que nous n'avons pas à date, mais qui mentionneront que la vente est interdite aux mineurs. On a compris que la majorité des sites reconnus sur la place de toute façon, informait pour la majorité déjà de l'interdiction de vente aux mineurs et réalisait des contrôles. Alors, précision. On a créé deux diaporamas avec deux approches différentes. C'est-à-dire, sur cette première diaporama, c'est quelles sont donc les armes blanches qui sont non nommément citées dans le Code de la sécurité intérieure, mais qui sont concernées par l'obligation d'affichage. Parce que comme je vous l'ai dit, quand c'est nommément cité, c'est les objets qu'on a cités, listés juste avant, c'est presque facile. Par contre, il y a tous ces articles qui sont des armes blanches. Donc, un, arme, vous vous souvenez de la définition. Deux, armes blanches. Quelles sont-elles? Et ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on vous a mis et recensé ici à l'écran euh, une note des services du ministère de l'Intérieur, qui est une note à fin pédagogique. Et comme il est mentionné, la valeur n'est qu'indicative. Mais l'idée, c'est que les commerçants puissent s'appuyer sur ce type de typologie d'armes non exhaustive. Donc, ils ont listé un certain nombre d'éléments. Ces informations-là, un certain nombre d'entre vous nous ont questionné, et on va le redire en fin de webinaire, mais vous seront communiqués. Le PowerPoint sera envoyé aux participants identifiés. S'il y a des participants qui se sont connectés sans une inscription préalable, il est absolument nécessaire que vous reveniez vers nous si vous souhaitez avoir le support, parce qu'on ne saura pas vous le communiquer. Sinon, donc vous voyez, je vais vous les lister rapidement, les armes blanches contondantes, les armes blanches de jet ou de lancer, mais qui ne sont pas nommément désignées, les armes blanches à projectiles, comme arbalète, lance-pierre, arc, les armes blanches à hampe, les armes blanches utilisées pour la chasse, mais qui ne sont pas classées comme les poignards ou couteaux-poignards, les armes blanches tactiques et ou de survie, donc on va retrouver des haches, des harpons, des faucilles, des couperets, etc. Les autres armes blanches à lame longue ou courte, comme les épées, les sabres, voilà, les glaives, les baïonnettes, etc. Les couteaux de plongée et ou de chasse sous-marine. Donc, la précision que vous pouvez trouver ici,
c'est que, et elle est importante, c'est que même si certains objets qui ont été initialement conçus pour attenter à l'intégrité d'une personne, vous vous souvenez de la définition, par une action perforante, tranchante ou contondante, et qu'aujourd'hui, elles sont utilisées uniquement à des fins sportives, et surtout même fabriquées uniquement pour cet usage à des fins sportives, récréatives ou décoratives, selon le ministère de l'Intérieur, elles restent armes par nature. Donc c'est pour ça qu'il vous est précisé que ce sera le cas des dagues, des sabres japonais, des nunchakus. Et dans ce cas-là, la conséquence est que leur commercialisation implique le respect de l'obligation d'affichage. Ce point-là, pour nous, est le point qui est vraiment, complexe, pour, s'y retrouver et savoir est-ce que finalement j'y suis ou je n'y suis pas? Bon, la façon la plus simple, c'est à la limite d'apposer le panneau et comme ça, vous êtes certain qu'il n'y a pas, de problématique et de sujet pour vous en cas de contrôle par les, différentes instances, DGCCRF ou autres. En opposition, comme je vous le citais, il y avait quelles sont les armes qui sont concernées par cette obligation d'affichage et du coup, quelles sont, heu les armes blanches non nommément citées et clairement non concernées par l'obligation d'affichage. Je pense que cette diapo va répondre aux questionnements d'un certain nombre d'entre vous, dans les questions-réponses. Alors là, je vous ai repris, la note du ministère de l'Intérieur qui nous dit que les objets qui ont été exclusivement conçus ou destinés à l'exercice d'une activité professionnelle, de loisirs ou récréative, ainsi que ceux destinés à répondre à une finalité utilitaire, sportive ou décorative, ne constituent pas des armes par nature. Donc j'espère que vous voyez bien la différence avec la diapo d'avant, parce que la diapo d'avant, on retrouvait les mêmes termes, mais on rappelait que si à l'origine, elles avaient quand même été conçues heu, pour, heu, provoquer, un être en mesure de tuer, blesser et cetera. Là, ici, non, non, ça a vraiment été conçu dès l'origine pour les points qui sont ici cités. Dans ce cas-là, ça n'entre pas du tout dans le champ d'application de l'obligation d'affichage. Donc à titre d'exemple, on va retrouver le matériel de cuisine, donc les couteaux de cuisine, les couteaux de table pliants régionaux, le matériel d'entraînement pour les sports de combat, dépourvu de tranchants et de pointes, comme les épées et sabres émoussés, les fleurets mouchetés, le matériel de randonnée de camping, les couteaux multifonctions, les couteaux à champignons, les canifs, les outils de pêche, les outils de jardinage et assimilés, machettes, haches agricoles et forestières, et les objets destinés à la sécurité et la lutte contre les incendies, hache incendie, coupe-sangle, ceinture, brise-vitres. Bon, c'est pas exhaustif, non plus. Donc vous avez compris, c'est pas simple. Mmh, voilà. Alors, il y a une réponse et celle-là nous plaît beaucoup, c'est que je reviens à cette affiche et à savoir, ensuite si mes articles sont concernés ou pas par cet affichage. Eh bien, heu, le service central des armes et des explosifs a créé une adresse mail qui s'appelle scae-armes-blanches@intérieur.gouv.fr et donc si vous avez besoin d'aide sur comment définir ce qu'est une arme blanche, eh bien surtout n'hésitez pas et vous adressez votre cas à cette adresse mail et ils vous répondront. Voilà. Donc ça, c'est important et on vous le rappelle sur la toute dernière diapo, pour que vous ayez le temps de le noter et sinon, comme on vous l'a dit, vous le retrouverez, puisqu'on vous communiquera, ce diaporama pour l'ensemble des participants. Une précision complémentaire. Cette précision complémentaire alors attendez, je reviens juste à là, par rapport à ça, mais une question qui a aussi de l'intérêt, c'était les professionnels qui font que de la prestation ou du service de réparation aiguisage. Heu, la réponse est assez simple, là, c'est de la prestation de service, donc ce doit être un majeur, qui leur apporte le couteau pour qu'ils puissent réaliser cette prestation, pour cette personne et pour ce majeur. Alors je reviens à la suite des conséquences qui ne vont concerner qu'une minorité, d'entre vous parmi, les présents.
nous avons, cette nouvelle classification engendre un impact sur les procédures douanières. Parce que toutes les armes ou articles classés au petit a de la catégorie D, nommément désignés donc, nécessitent une autorisation d'importation de matériel de guerre, appelée AIMG, qui est délivrée par les douanes françaises. Donc, il est vraiment très important de définir clairement quels sont les articles concernés par cette catégorie pour ne pas se retrouver hors la loi en faisant venir même de nos pays voisins, hein, France, Allemagne, Italie, Espagne, etc. Pardon, voisins France, non pas, mais Allemagne, Italie, Espagne, etc. Si vous faites venir directement des articles classés au petit a de la D, vous êtes soumis à cette réglementation et cette exigence d'obtention d'une AIMG. Dans l'immédiat, mais qui je pense va être résolu assez rapidement par les douanes, il existe une difficulté majeure dans le fait que les nouveaux articles classés n'ont pas encore été créés dans la nomenclature douanière, du moins dans le système IAPS Soprano, donc qui est le logiciel par lequel il faut passer pour faire ces demandes d'importation. Et donc ça rend bloquant la demande d'importation de ces produits. Entre le moment où on l'a écrit et maintenant, peut-être que ce point-là s'est débloqué. Voilà pour cette première partie concernant juste les arrêtés. Donc on savait que ce serait un petit peu long, on s'excuse du temps et on espère qu'on va vous garder avec nous. On arrive au bout, hein, on se rapproche de la classification en catégorie A1. Là, il s'agit du décret qui est paru début septembre 2025 et lui de certaines armes blanches. Alors, il a ajouté dans sa catégorie A1 deux articles, deux alinéas qui sont numérotés, un 13 et un 14. Dans ce 13 et ce 14, on vous les a mis à l'écran d'une façon et rédigés d'une façon qui permet de voir de façon assez rapide et de pouvoir analyser facilement si les articles que vous vendez sont concernés ou ne sont pas concernés. Donc, sont concernés aux 13 bulles les couteaux, les coutelas et machettes, avec une lame fixe qui dispose d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue et d'un côté dentelé. Avant de continuer, il faut déjà que ces 4 premiers critères soient tous présents. Ensuite, il faut qu'en complément, il y ait un 5e critère qui soit plus d'un trou dans la lame, donc plus d'un trou, s'il y a seulement un trou, le 5e critère n'est pas présent, soit plusieurs pointes acérées. S'il n'y a pas l'un de ces deux critères en complément aux 4 premiers critères, du coup, le produit que vous avez n'est pas classé aux 13 bulles et donc n'est pas interdit à la vente. Et aux 14 bulles, nous retrouvons les armes contondantes coup de poing américain postérieures au 1er janvier 1900. Cette date butoir de 1er janvier 1900 correspond à la date arme ancienne. Donc, il y a eu un alignement qui a été fait. Et donc là, on ne parle que de ce qui a été fabriqué après 1900, qui par leur conception permettent à 4 doigts, donc on dit bien 4 doigts, d'être protégé et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe. Je ne viens pas longuement sur le petit alinéa complémentaire s'il y a une mixité de produits à partir du moment où il y a ce coup de poing américain qui protège 4 doigts, c'est classé et interdit aux 14 bulles de la catégorie A1. Alors, les conséquences administratives de ce classement sont les suivantes. On va se retrouver pour le professionnel avec, et pour le particulier d'ailleurs, heu, avec une interdiction totale, de possession de ces produits-là, et ensuite de commercialisation. Donc si on n'a pas, pour les professionnels, d'autorisations qui sont très spécifiques, donc on ne va pas rentrer dans le détail, je vais les citer, mais c'est un non-sujet, heu les personnes concernées ont donc 3 mois pour s'en dessaisir. Donc les 3 mois, puisque le décret est paru début septembre, vous faites
l'addition et vous comptez octobre, novembre, décembre. Donc, avant le 6 décembre, vous ne devez plus avoir ces armes dans vos stocks, présentes dans vos stocks. Sinon, vous êtes hors la loi. Les professionnels qui vendent ces produits-là, s'ils veulent continuer de les vendre, mais comme on vous a dit qu'on ne pouvait pas les vendre en France, reste à savoir si ça a un intérêt, ils peuvent déposer une AFCI, une autorisation de fabrication et de commerce, auprès du ministère de l'Intérieur. Ça peut éventuellement avoir un intérêt pour ceux qui veulent vendre à l'export ces produits-là, puisqu'il n'y a pas d'interdiction pour les vendre à destination des produits qui, eux, en ont, enfin, laissent la possibilité de les acquérir, bien évidemment. Donc, c'est toujours aux professionnels de se renseigner pour savoir si le produit vers lequel, le pays vers lequel il vend, euh, accepte dans sa réglementation que ce produit soit vendu sur son territoire. Et donc, tout simplement, bah, la vente aux particuliers, même majeurs, est formellement interdite en France pour ces articles. Jérôme, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur ces 2 points ou Non, c'est très clair. Merci. OK. Alors, le complément d'information, maintenant, alors pour les personnes qui sont plus, armuriers purs et durs, cette partie-là ne va pas forcément, vous intéresser. Elle sera plus pour les commerces, elle est même totalement pour les commerces qui, à date, ne possèdent aucune autorisation d'ouverture, de commerce. Alors, on développe, du coup, la démarche, qui est à réaliser. Donc, cette démarche, pour obtenir, une AOC, pour pouvoir vendre les articles classés au petit a de la catégorie D ou pour se sentir, totalement serein si demain il y a, de nouveaux articles qui sont intégrés, dans ce petit a de la catégorie D et ne pas être bloqué, hem, du jour au lendemain. Il s'agit tout simplement d'un dossier, qui s'appelle «Demande d'autorisation d'ouverture de commerce», qui est à envoyer à la préfecture par mail ou par courrier. Nous, on recommande souvent les 2, hem, au service armes de la préfecture du département dans lequel se trouve votre commerce. Heu, Petit détail, le service armes ne se trouve pas forcément dans les locaux de la préfecture, ils peuvent être aussi dans une sous-préfecture. Par contre, il n'y a qu'un seul service armes par département. Donc il faut juste identifier où se trouve le service armes de votre département. Vous aurez à joindre à cette demande un plan de situation prévisionnel ou un 25 millième. Où est-ce que à quel endroit, se trouve votre magasin ou votre stockage si vous faites de la vente hors du magasin, joindre le cabis de votre société, un rapport détaillé sur vos moyens de protection sur le vol et les intrusions et les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public. Donc là, il faut raconter et rassurer que vous êtes en conformité par rapport aux points qu'on vous a cités précédemment et un courrier d'accompagnement, c'est toujours mieux pour, dire, voilà, que vous les vendiez déjà et que vous voulez continuer de les vendre ou que c'est quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas, pour, expliquer à la préfecture, pourquoi, précisément, vous êtes intéressé pour, obtenir cette, autorisation d'ouverture, de commerce. En complément, à cette information, heu il vous est aussi, si vous vous lancez dans cette démarche d'AOC, de demande d'AOC, qu'en poussant un formulaire plus loin, mais c'est tout de même un formulaire plus loin, hem, vous pouvez aussi obtenir une autorisation de vente pour les articles, d'autres articles de la catégorie D, qui sont, classés au petit b et au petit c, qui sont les générateurs d'aérosols lacrymogènes de moins de 100 millilitres ou les armes à impulsion électrique, de contact. Donc là, il faut déposer un deuxième formulaire conjointement qui s'appelle «demande d'agrément d'armurier». Mais c'est très ciblé et ça ne permet de vendre que ces articles, strictement rien d'autre. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme, pour cette partie-là? Et alors, effectivement, c'est comme Bertie le disait, c'est un formulaire qui est nommé demande d'agrément d'armurier. On ne vous demande pas, pour ceux qui ne sont pas armuriers, d'obtenir un diplôme d'armurier. C'est une demande d'agrément.
Donc, de la même manière que l'autorisation d'ouverture de commerce est une procédure purement administrative, euh, là, pour les générateurs d'aérosols lacrymogènes et les choqueurs électriques, ce n'est qu'un formulaire administratif. On ne vous demande pas une compétence professionnelle d'armurier. Voilà. Donc, ce que propose le SNAFAM de son côté pour ses adhérents, euh, le SNAFAM a mis en place un pack d'accompagnement, puisque on a eu de façon historique parmi nos adhérents des couteliers qui justement adhéraient pour poursuivre les aspects qui pouvaient les impacter au niveau de la réglementation sur les armes. Donc, du coup, le SNAFAM a réfléchi et mis en place un pack d'accompagnement qui, en fait, est un dossier dans lequel on retrouve les documents vus précédemment, c'est-à-dire la demande d'autorisation d'ouverture de commerce, mais spécifiquement adaptée pour le petit A de la catégorie D, parce qu'en fait, aujourd'hui, les préfectures n'ont pas de formulaire adapté. Donc, nous l'avons personnalisé à ce niveau-là. On guide pour le plan de situation prévisionnelle, savoir comment faire pour l'obtenir. Et on vous rappelle les rapports détaillés sur les moyens de protection et on vous guide aussi sur les contacts préfecture pour savoir à qui vous vous adressez. Donc en fait, c'est une sorte de support clé en main qu'il vous suffit de suivre pas à pas et qui vous donne la démarche et pour être rassuré et être sûr d'avoir un dossier complet sans chercher l'information partout et en vous demandant si vous n'en avez pas oublié une. Voilà, donc ça, euh, pour ceux qui sont intéressés, on vous laisse revenir vers nous. Et on arrive au bout, donc on aura été très gourmand en temps, on aura complètement doublé le temps estimé de nos flash webinaires. J'espère que c'est passé assez vite pour vous, que ça n'a pas été trop long ou trop fastidieux. Donc, on vous remercie pour votre écoute. On va passer et prendre un petit temps par rapport à vos questions. Et je rappelle là, dans l'immédiat, que si vous avez besoin d'aide sur comment définir ce qu'est une arme blanche, donc le SCAE met à votre disposition un mail et surtout, faites-en usage. N'hésitez pas. Vous aurez affaire à des professionnels qui seront en mesure de vous répondre et qui sont là pour vous accompagner au niveau réglementaire. Donc voilà dans l'immédiat. Donc vraiment merci à tous pour votre écoute. Et après, je vais regarder donc les questions que nous avons eues. Elles sont très 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 nombreuses. Je ne sais pas si Émilie et ou Kylian souhaitent intervenir pour peut-être nous parler des questions plus des questions d'armurier et pour aborder ensuite les questions de non-armuriers. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de prendre la parole. Bonjour à tous. Une question mixte qui est revenue dans le chat, c'est concernant le port des couteaux, qu'est-ce qui est autorisé d'avoir à la ceinture? C'est une question récurrente. Ah, alors c'est vrai que notre sujet d'aujourd'hui n'était pas forcément sur cet aspect-là de la réglementation, puisque là, on aborde le sujet du port et du transport. Donc, le port va être vraiment la situation où nous avons une arme, un objet classé, en tout cas dans le Code de la sécurité intérieure, et qui est immédiatement utilisable. Et le transport, c'est nous l'avons à proximité dans un véhicule, par exemple, et il n'est pas immédiatement utilisable. La réglementation est très claire et très simple. Le port et le transport sont strictement interdits sans motif légitime. Le seul motif légitime qui puisse exister, c'est le cadre d'une activité professionnelle ou sinon pour les articles plus classés comme les poignards et couteaux poignards, ça va être l'usage à la chasse, dans le cadre de l'action de chasse. Voilà. Et après, il reviendra à savoir, est-ce que l'on parle d'une arme qui est classée au petit A de la catégorie D, donc nommément désignée, ou alors d'une arme blanche par nature, ou alors d'une non-arme, puisque vous avez vu un certain nombre de couteaux ne sont pas classés
est considérée comme des armes blanches puisqu'elles n'ont pas été fabriquées pour tuer, blesser, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, une question de Jeanne qui souhaiterait qu'on détaille comment dire, la définition niveau douanière d'un couteau. Alors, on l'a détaillé tout à l'heure, on a cité les points et les critères qui étaient donnés. C'est un arrêté qui n'existe plus. On pourra donner la référence de cet arrêté après le webinaire. Ok, maintenant c'est essentiellement des questions d'AOC. Pour savoir si tel ou tel couteau sont concernés par une demande d'ouverture d'autorisation de commerce. Voilà, plusieurs marques qui reviennent. Ok, est-ce qu'on peut détailler quels sont les profils des questions sur les AOC? Essentiellement coutelier. Oui, mais quel type de questions sur l'AOC? Est-ce qu'il y a des points particuliers qui, qui auraient besoin d'être complétés là dans le cadre du webinaire? Donc, moi, là, je vois en déroulant également en même temps, je vous parlais tout à l'heure des marchés et j'avais une question d'un affûteur-rémouleur itinérant et qui vend de la coutellerie et les couteaux sont bien présentés sous vitrine fermée à clé, mais vous n'avez pas de local, seulement un camion. Mais il faudra que pour demander une AOC, vous ayez un local fixe de stockage pour les produits qui sont considérés classés comme au petit a de l'AD, bien évidemment, hein. On revient à chaque fois la définition sur ces produits-là. Les autres ne sont pas concernés. Il y a une Donc, question. Pardon. oui, pardon, non, je vous laisse, Émilie. Il y a aussi une question qui est revenue quelques fois, c'est si le couteau est sous blister, est-ce que il doit être également dans une vitrine ou est-ce qu'il peut être sous blister comme ça en rayonnage? Alors sincèrement, c'est une question qui est à affiner, mais le texte dit que le client ne doit pas pouvoir les prendre librement. Donc il ne dit pas qu'il ne peut pas les prendre librement et opérationnel, mais il ne doit pas pouvoir les prendre librement. Donc j'aurais tendance, mais on va noter cette question-là pour l'approfondir et la reposer nous-mêmes, mais j'aurais tendance à répondre que non, ça ne change rien. Et je comprends parce que effectivement, aujourd'hui, un certain nombre de ces produits sont sous blister dans un libre service. Mais on revient toujours, je reprécise, il n'y a que les articles classés au petit a de la catégorie D qui sont concernés. Tous les autres ne sont pas concernés. Donc, moi, j'aurais tendance à répondre qu'ils ne peuvent pas être en libre service, mais on va affiner et poser la question si dans ces conditions-là, ça pourrait être considéré comme, répondant aux attendus. J'aurais tendance à dire que non. Beaucoup de questions aussi concernant comment ils peuvent se procurer la fiche d'interdiction aux ventes aux mineurs et les documents d'autorisation d'ouverture de commerce. Alors, donc là, c'est la réponse que j'ai donnée en tout dernier. Pour ceux qui sont adhérents au SNAFAM, vous revenez vers nous et là, on vous donnera tout ça. Et sinon, pour la fiche en elle, les documents d'AOC, de demande d'autorisation d'ouverture de commerce, en vous adressant à votre préfecture au service armes, ils vous les remettront. Il n'y a pas de souci. Voilà, tout simplement. Et pour la fiche en elle-même, elle doit être, je pense, disponible sur le site ministériel, mais j'avoue ne pas avoir fait la démarche dans ce sens-là, puisque aujourd'hui, on a travaillé directement à partir des arrêtés et décrets. Mais on pourra rajouter le lien, si vous voulez, dans notre PowerPoint pour que vous puissiez avoir un accès. Sinon, elle est directement dans notre pack. Et si on met pas le lien, c'est qu'elle n'est pas encore diffusée sur le site du ministère de l'Intérieur.
Beaucoup de questions, notamment sur les couteaux de cuisine, savoir s'ils sont concernés par les AOC. Et concernant aussi les couteaux de cuisine qui sont vendus à des apprentis, donc mineurs, comment ça se passe? Eh bien là, on revient exactement, à la diapo, diapo qui est ici. Alors, hop, celle-là. C'est-à-dire quelles sont donc les armes blanches non nommément citées dans le CSI et non concernées par l'obligation d'affichage. Mais vous avez vu que quand il y avait du matériel, lié qui a une finalité utilitaire, sportive ou décorative, donc du coup, il ne constitue pas des armes par nature, il n'y a pas de sujet. Donc je pense que là, ça peut rassurer beaucoup. Cette diapo est importante et rassurera certainement beaucoup de personnes qui se questionnent, sur les produits qu'ils ont entre les mains ou en tout cas, la détention, voilà. Mais quand il y a, heu, un transport dans le cadre d'un usage professionnel, il y a un motif légitime, donc il y a pas d'inquiétude à avoir. Et des questions concernant comment les non-adhérents au SNAFAM peuvent se procurer le pack d'accompagnement de mise en conformité. Ah, bah, c'est simple, faut devenir adhérent au SNAFAM. Voilà. Tout simplement. Là, on vous laisse à la limite, vous rapprocher vers le SNAFAM. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait, le tour des questionnements. Je m'excuse par avance, si on n'a pas répondu à tout, mais je vois certaines questions qui ont été posées, qui ont été développées, les réponses ont été apportées pendant la tenue du webinaire. Donc, on vous renverra à tous ceux, donc comme je l'ai dit, qui ont été identifiés, le PowerPoint du webinaire et si nous n'avons pas eu de bug sur l'enregistrement de ce webinaire, on vous enverra également, le replay, du webinaire. Comme ça, mais comme du coup, il est un peu long, il faut que vous soyez motivés pour le réécouter intégralement. Voilà, mais écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci particulièrement à Jérôme, de m'avoir, accompagnée et travaillé, sur ce webinaire, avec nous. Sans ce travail collaboratif et l'expérience, côté coutellerie, on n'aurait pas, aussi bien avancé. Donc merci Jérôme. Merci Bertie pour le soutien du SNAFAM dans, dans toutes les démarches qu'on a eues auprès du service central des armes et du ministère de l'Intérieur. C'était important de vous avoir à nos côtés. Euh, et puis voilà, merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. Et voilà, je le redis une dernière fois, moi j'encourage vraiment tous les non-armuriers qui ne vendraient pas forcément de produits classés en catégorie, au petit A de la catégorie D, à faire cette demande d'autorisation d'ouverture de commerce. Voilà, là, c'est allé très vite au mois de juin. On a eu à peine un mois pour réagir par rapport aux sollicitations du ministère de l'Intérieur. Et on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir sur la classification potentielle de nouveaux enfin, de couteaux en armes. Voilà, donc moi, ma recommandation, c'est de faire en sorte que tous les professionnels vendant des couteaux soient couverts, même si aujourd'hui, ils ne vendent pas de produits considérés comme classés. Voilà. OK, merci beaucoup Jérôme. Merci à tous et on va vous souhaiter une excellente journée et on est désolé d'avoir été, gourmands, sur votre temps et c'est complètement, exceptionnel. Nos flash webinaires, suivants, respecteront ces 20 à 30 minutes, que on a totalement explosé, aujourd'hui, mais le sujet, on l'a vu, a généré de l'engouement et créé du questionnement. Donc on espère avoir répondu et sinon on sera à votre disposition pour compléter, ce qui manquerait comme information et on s'en excuse. Merci à tous. Au revoir.